Lorsque le pape Jean-Paul Ier décède, un mois après son élection, le monde s'interroge. Une crise cardiaque à 65 ans, quand on prend régulièrement des anticoagulants et qu'on se retrouve sans prévenir à un tel poste, c'est plausible. Mais au KGB, on a l'habitude des complots et le patron, Yuri Andropov, est persuadé que c'est un sale coup de la CIA. Son agent au Vatican croit savoir que le nouveau pape n'appréciait guère les activités peu catholiques du Banco Ambrosiano. Quand son successeur est nommé, Andropov n'a plus de doute. Jean-Paul II, alias Wojtyła, est un cardinal polonais, classé comme ennemi potentiel dangereux par le KGB. Andropov est un esprit rationnel et droit, plutôt libéral pour un patron du KGB, mais néanmoins inflexible. Contrairement à tous ses prédécesseurs, les dissidents ne sont plus exécutés ni torturés en prison pour leur faire avouer les crimes les plus abracadabrants. Ils sont juste assignés à résidence au fin fond de la Sibérie. Mais dans des villes, pas dans des camps. Exilés à l'étranger pour les plus connus, ou tout de même internés en hôpital psychiatrique, forcément fous puisqu'ils sont dissidents, alors que c'est interdit. Andropov veut améliorer le communisme pour le sauver. Il lutte contre la corruption, dénonce excès et injustice, mais il reste fondamentalement fidèle à ce système. Il n'hésite jamais à tuer pour le défendre quand c'est nécessaire. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait remarquer par Khrouchtchev, lorsque, jeune ambassadeur à Budapest, ayant appris le hongrois sur place, il dirige la répression de l'insurrection qui fait 2500 morts au décès de Staline. Andropov a raison de s'inquiéter parce que le pape Wojtyła reçoit un accueil triomphal en Pologne où il devient le héros national. En plus, des ouvriers des chantiers navals de Gdansk ont fondé un syndicat indépendant, Solidarność, ce qui est formellement interdit. Appuyé par des intellectuels et par l'Église, il déclenche des grèves dures et bénéficie du soutien quasi unanime de la population. L'Église aide à répandre la bonne parole et met tout son poids dans la balance. Or, la Pologne est restée très profondément catholique. Le chef de l'État polonais, Jaruzelski, hésite à sévir et finalement autorise le syndicat, qui compte bientôt 10 millions de membres. Un Polonais sur 3. C'est 3 fois plus que le Parti communiste et les apparatchiks sentent le sol se dérober sous leurs pas. Au premier congrès de Solidarność, les congressistes prient un genou en terre comme des moines guerriers. La première chose qui frappe le visiteur en Pologne à l'époque, c'est la force du sentiment anti-soviétique. Les Russes sont haïs par tout le monde. Andropov cherche une alternative à la répression qui risquerait de tourner en génocide. Déjà que l'armée rouge est bien empêtrée en Afghanistan. C'est là que le pape essuie un attentat, commis évidemment par quelqu'un qui n'a rien de soviétique. Un jeune fasciste turc, membre des Loups Gris, Mehmet Ali Aksa, assassin évadé d'une prison d'Istanbul, qui tire sur Jean-Paul II et le blesse grièvement. Détail troublant, entre son évasion et l'attentat, Aksa a séjourné en Bulgarie, pays du pacte de Varsovie. Il y a trouvé un appui logistique étonnant dans un pays très policier, de l'argent, un faux passeport et l'arme du crime. Faut-il ajouter que la Douriavna Zigurnov, la police secrète de Sofia, n'était pas à un assassinat près, à coups de parapluie bulgare ou de pistolet. Victime lui aussi d'un attentat quelques mois plus tôt, Ronald Reagan, le nouveau président des États-Unis, demande à rencontrer Jean-Paul II. Lors d'un tête-à-tête au Vatican, les deux hommes conviennent d'aider Solidarność par tous les moyens. Quand bien même Solidarność est plutôt de gauche et lutte autant contre les injustices du système soviétique que pour la liberté.
La guerre froide change alors d'échelle. Les USA évitent toujours d'attaquer frontalement l'URSS, mais augmentent la pression par la religion et l'économie. Le catholicisme en Pologne et l'islam en Afghanistan sont utilisés contre le communisme athée, tandis que la course à l'espace et aux armements doivent épuiser l'URSS qui ne peut plus suivre, surtout si la course est truquée. L'ambitieux programme de la guerre des étoiles est lancé à grand renfort de publicité par Reagan. Sauf que les satellites armés de lasers tueurs de missiles n'existent que dans les films de Star Wars et dans son imagination. L'ancien chef du syndicat des acteurs joue là son plus beau rôle, et les efforts gigantesques mis en œuvre pour protéger le secret convainquent le KGB.